Alors même si depuis la semaine dernière, j'ai effectivement des petits compléments à vous donner sur ce que j'avais raconté les semaines précédentes, je ne vais pas me lancer là-dedans. Je veux pouvoir passer au sujet suivant, qui va donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur un point, c'est comprendre un peu plus en profondeur avec les outils dont on dispose maintenant, la manière dont on peut justifier l'obtention de ces modèles dynamiques de jeu à champ moyen. Donc aujourd'hui, comme on dit en bon français, mais c'est en fait le mot dérivation qui est vraiment un mot anglais au sens d'obtention. En fait, le sens obtention est bien dans le dictionnaire aussi. Ce n'est pas uniquement la dérivation au sens de prendre des dérivés. Donc dérivation des modèles dynamiques. Alors, ce sera d'une classe, parce qu'on peut toujours faire plus général, mais ça donnera déjà un cadre, des modèles de type Minfield Games. C'est-à-dire jeu à champ moyen, pardon. Minfield Games, c'est jeu à champ moyen. Bien. Donc, l'objectif, ça sera de comprendre d'où sort un système de type MFG. Donc je vais commencer par la cible. La cible, c'est comprendre d'où sort un système, et je vais vraiment prendre une notation du contrôle optimal stochastique. du sur dt, je vais prendre quelque chose de simple. Je vais mettre ici un moins 1,5 de Laplacien en U, plus un H. Je peux mettre ici un H de X de gradient U de M égale à 0. Alors là-dedans, U, V, est une fonction de X et de T qui vit dans R, fonction scalaire. X, c'est dans RD ou dans un domaine inclus dans RD. Par exemple, j'allais dire le tore qui va vraiment inclus dans RD, mais disons la boîte périodique. T va varier dans un premier temps, on va travailler avec des intervalles de temps finis, quand on abordera des horizons infinis en dynamique. On peut avoir un horizon infini en dynamique, mais ça j'expliquerai ça plus tard. Donc pour l'instant, on simplifie. Là-dedans, grand T est un nombre réel fixé, positif ou nul. M, là-dedans, sera une mesure de proba. Donc on aura bien que l'intégrale de M est égale à 0. Mais pour ça, pour l'instant, je ne vais pas en dire plus. Alors, je vais faire les choses les plus simples possibles. Après, j'évoquerai un certain nombre de généralisations. On aura un coût final, que je vais noter, je ne sais pas, je vais l'appeler V de X égale V. Donc V est une fonction donnée. V est une fonction donnée. Ça fait partie des données du problème. Donc là, pour simplifier pour l'instant, je vais prendre juste un V de X. Maintenant, l'équation en M, qui est, elle, avec un plus dm sur dt. La même équation, alors ça sera HP. Le contrôle optimal, c'est moins HP, donc c'est un plus. Il faut que je fasse attention au signe. Donc, plus une divergence en X de dH sur dP en X gradient U M fois M égale à 0. C'est une équation conservative. Et donc, on aura bien le fait que l'intégrale de M en X est préservée au cours du temps. Si vous intégrez par rapport à X, eh bien, ça tue la divergence, ça tue, et ça c'est un Laplacien M, pardon, ça tue le Laplacien, donc vous avez d sur dt de la masse est égal à 0, donc je la normalise pour être égale à 1. Et on a une condition initiale, m en t égale à 0, est égal à m0. Donc là, m est positif ou nul, m0 est positif ou nul. Donc ça, c'est donné, pardon. Donc m0 est donné. Mesure de proba, c'est-à-dire positif ou nul, et l'intégrale 1.
La seule chose que je n'ai pas détaillée là-dedans, c'est ce que c'est H. Alors H, ça sera fondamentalement une fonction qui est définie dans des x qui varient, sur des x qui varient dans RD, sur des p qui correspondent aux gradients en x qui vivent donc aussi dans RD, et pour des mesures m qui sont des mesures de proba sur RD. Donc c'est une fonction sur cet espace produit, par exemple P2, mais ça pourrait être P1, enfin, c'est pas vraiment le point important. Ça veut dire fondamentalement que caché derrière, on ne met pas de croissance plus que quadratique, mais enfin bon, peu importe. Non, je dis des bêtises. P2, mais fonction qui sera au minimum continue et qui sera également, tel que, qui est différenciable. Allez, je vais mettre C1. Et puis on va pas se faire de soucis comme ça. De sorte que, en particulier, vous voyez que dH sur dP a parfaitement un sens, c'est une fonction continue de toutes ces variables. Et la dernière caractéristique qui provient du contrôle, mais on va revoir ça tranquillement, la manière dont H est construite, la dernière caractéristique que l'on aura, qui est absolument fondamentale, c'est que le H est convexe en P. Ça, c'est l'aspect contrôle. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas écrire des modèles de jeu à champ moyen avec des H non convexes qui correspondent à eux-mêmes des sortes de chaque joueur est, par exemple, confronté ou fait du pire cas, ou fait du contrôle robuste, auquel cas il y a un min-max, mais on verra que mathématiquement, la structure est beaucoup plus déplaisante dans des cas non convexes. Alors donc, bon, à nouveau, c'est le premier cadre de travail. Et on verra, on peut toujours faire plus compliqué, plus général. Ça, ce n'est pas la difficulté. Essayons de comprendre un cadre relativement général, et à partir de là, on pourra toujours bâtir des extensions. Alors, le programme, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est le premier point, c'est décrire la situation à n joueurs, écrire de manière semi-heuristique en disant oui, mais si on a une certaine information, alors ce n'est plus heuristique. Donc ça sera la limite quand n tend vers l'infini dans une situation, la limite quand n tend vers l'infini, donc dans la situation qui correspond à celle-ci, en écrivant une équation sur, et j'écris donc le résultat, c'est une sorte d'équation maîtresse sur R2, croix P2 de RD. La troisième étape, ça sera d'en déduire le système de MFG. Donc, en déduire MFG. Et puis, je vous signalerai ce que j'avais expliqué il y a 2 ans, mais je le referai rapidement et ce sera plus clair maintenant, je l'espère. C'est aussi une dérivation directe sans écrire l'équation principale. Alors, le principal intérêt même si on complique, comme vous allez le voir, si 4 sera beaucoup plus simple que 2, 3, et c'est pour ça que je ferai 4 en dernier, parce qu'on sera tous fatigués, mais si 4 est beaucoup plus simple que 2, 3, le gros avantage de s'y prendre comme ceci, c'est que cette approche-là permet de travailler avec des corrélations. Corrélations OK. Donc j'en parle pas aujourd'hui, on reviendra dessus plus tard. Bien, alors voilà le programme. Et dans les semaines qui viennent, précisons bien, puisque il y a un certain nombre donc la semaine prochaine, je ne sais même plus dans quel pays je suis, puisque ça je fais le tour du monde, mais je ne serai pas là en tout cas, ça c'est la seule chose que je sache vraiment. Dans 15 jours, je serai là. Donc pas cours, on est le 5 aujourd'hui, hein, c'est ça? Ouais. Donc il y a cours le 5, mais ça c'est un peu tard pour le dire. Donc il y a pas cours le 12 et il y a cours le 19. Et ensuite il y aura quelques cours qui seront postés, 1 ou 2 cours qui seront postés
sur Internet et qui auront lieu au mois de janvier après les vacances, après les fêtes de fin d'année. Bien. Alors donc, et ce que je ferai, ce sera vraiment d'étudier la structure de ces équations-là. Je pense que je suis bien parti pour faire un MFG 4e année l'an prochain, parce qu'il reste encore tellement de choses à raconter. Bien. Pas très élégant. Bon. Alors, donc, N joueurs. N joueurs, dans un cadre de contrôle stochastique, comment on écrit ça? Alors, déjà, position du problème. Donc, nous avons des joueurs qui se baladent dans RD. La dynamique donc je vais faire les notations les plus simples possibles. Notations les plus simples possibles. Toujours pareil, on peut facilement compliquer. Donc je vais prendre une situation de dynamique bruitée, donc dxit, qui est égale à un brownien, dwit, et ensuite le contrôle que j'écris avec un moins pour des raisons de notation, de simplification de notation. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est l'état du ième joueur. Et ce que je contrôle, c'est la partie déterministe de la dynamique de sa vitesse. Entre guillemets, donc c'est le contrôle. Le contrôle est là. Donc s'il n'y avait pas ce mouvement brownien, et là W1, Wn sont des browniens indépendants, dédimensionnels, s'il n'y avait pas ces browniens, on serait simplement en train de faire du calcul des variations, c'est-à-dire j'ai le droit de choisir la vitesse de la position. Et en plus, il y a un peu de bruit, mais les bruits sont indépendants. Voilà. Alors vous imaginez bien qu'ici, on peut avoir des expressions beaucoup plus compliquées qui font intervenir le xi, les autres x, etc., voire éventuellement les autres alpha. Bon, je regarde le cadre le plus simple possible. Que ici, on peut avoir même chose, un sigma qui dépend du contrôle, qui dépend des autres contrôles, etc., etc. Donc c'est toujours facile de compliquer. Simplifier est toujours beaucoup plus difficile. Alors, donc, voilà le premier point. Le deuxième point, c'est que l'on va avoir un critère de performance, si vous voulez, ou de coût pour le ième joueur. Dans le cadre naturel qui nous occupe, ce sera des critères moyens en espérance. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire autre chose, mais commençons par ce cas-là. Donc, ce critère sera, et excusez-moi, j'aurais dû mettre un S ici à la place de T. Ce critère correspondra à prendre l'intégrale de petit t à grand T, l'espérance. À nouveau, l'intégrale, c'est un coût moyen. On additionne par pas de temps un certain nombre de coûts. Et sur un pas de temps S plus ds, ce que le coût correspondant, c'est ds fois, c'est un coût additif, qui va dépendre de quoi? Donc ça va être un L qui va dépendre d'une part, qui va dépendre en fait de tout xs, et qui va dépendre de alpha is. Alors, la notation xs, c'est vraiment x1s, xns. C'est le vecteur dans RD à la puissance n de toutes les positions de tous les joueurs. Et puis, il y a un coût final
qui correspond au V qui est là-bas, qui est un V de... bon, alors, donc, ce L, c'est pas très bien noté, donc je vais mettre un LI, pardonnez-moi, et je vais ensuite devoir préciser ce que c'est ce LI. C'est un V de XI grand T. Donc ça, c'est le critère, et implicitement, quand on écrit un tel critère, c'est que l'horizon du problème, c'est grand T, l'instant de démarrage de l'étude du système, c'est l'instant petit t. Auquel cas, les XS qui apparaissent ici résolvent ces équations, mais résolvent ces équations pour S supérieur ou égal à T, puisqu'on démarre l'étude du système en petit t. Je vais éviter de faire des conditionnements. On démarre en S pour S supérieur ou égal à T, étant entendu que la position du système à l'instant petit t est donnée par XI. Qui est un point de RD. Que l'on comprenne bien, une fois que l'on a choisi les positions initiales des joueurs, les petits xi. Une fois que l'on a choisi les contrôles alpha 1, alpha n, s, on résout, c'est-à-dire on intègre ceci, c'est simplement additionner un brownien à l'intégrale du alpha, ça nous donne le x, et on peut évaluer un critère pour le im joueur. Ça, c'est le critère du im joueur. Alors, maintenant, il va falloir dire un peu ce que c'est ce L. Donc, V, c'est déjà une fonction donnée. Alors, le L, quel est-il? Quelle tête ça a? Alors, je vous rappelle que dans toutes ces salades, on considère des joueurs qui sont indistinguables. Donc, on a déjà rencontré ça sur notre route. Et on sait maintenant très bien ce que cela veut dire. Cela veut dire qu'effectivement, on peut permuter les indices et ne rien changer au problème. Donc l'indistinguabilité, le fait que les joueurs soient indistinguables, qu'est-ce que ça entraîne sur le L? Joueur indistinguable. Alors, comme le IM control ne dépend, comme là, je n'ai rentré quelque chose, une expression qui ne dépend que du IM control, et que le coût final ne dépend que du IM joueur, changer de I à J, on change les numéros, ça ne change rien. Donc, en revanche, c'est ici que ça se passe. C'est LI par rapport à chacun des X. Mais ça, on l'avait déjà rencontré lorsqu'on faisait de l'optimisation, et on connaît la réponse. C'est que le fait que les joueurs soient indistinguables, c'était mon premier cours cette année, si je me souviens bien, c'est de dire que LI de X et de alpha, je préciserai un tout petit peu, les X ici sont dans RD à la puissance n, et les alpha, je vais prendre a priori que je peux les choisir comme je veux dans RD. Si je voulais mettre des contraintes sur les vitesses auxquelles j'ai droit, il suffit de prendre des valeurs plus infinies là où je n'ai pas le droit de prendre le contrôle. Donc c'est là encore une petite généralisation. Je pourrais restreindre en dur le alpha, mais peu importe. Faisons simple. Donc c'est de dire que cette fonction de x et de alpha a en fait la structure suivante. C'est un L de xi et de 1 sur n-1 somme de j égale 1 à n de delta xj, et je vais écrire les choses un peu différemment, pardonnez-moi, je vais mettre le alpha ici, et je vais mettre avec un point-virgule pour qu'on commence à voir apparaître des notations liées au h, un 1 sur n-1, somme sur j différent de i, de delta xj. De sorte que lorsque j'écris ceci, ça c'est l'indistinguabilité, ça dépend de manière symétrique pour le vu du IM joueur, tous les autres joueurs, c'est la même chose, on peut les changer leur label, enfin leur indice, sans rien changer au problème. Ça veut bien dire une fonction symétrique
des autres variables que l'AIM, fonction symétrique des autres variables que l'AIM, c'est une fonction de la mesure empirique, c'est ce que l'on a vu abondamment. Et donc, le critère courant, hein, le critère que l'on additionne par tranches temporelles successives, ce critère courant, ça c'est vraiment aussi de l'anglais, hein, c'est une fonction L qui est définie sur RD, le contrôle dans RD, croix P2 de RD. Alors, que supposer sur ce L? Déjà que c'est une fonction continue. Ça, c'est vraiment le minimum. Et puis, je vais faire une deuxième hypothèse qui va consister à dire que L de x et de alpha, pour faire vraiment comme du calcul des variations, et par rapport à alpha, donc si je compare à la norme de alpha, c'est que ceci, uniformément en x et en m, eh bien, quand alpha tend vers plus l'infini, ceci tend vers plus l'infini si alpha tend vers plus l'infini. Donc, c'est la surlinéarité à l'infini du critère qui correspond au fait que je vais payer très cher des contrôles très grands. Ça pourrait même être plus infini, hein, si on voulait des contrôles bornés. Bon. Là encore, c'est un cadre de travail qui permet d'avancer. Donc, ce sont des hypothèses techniques, je n'insiste pas, mais vous voyez la structure. Regardons bien le problème, et j'ai encore à définir ce que c'est, quelle est la classe des contrôles. Alors, ce sont c'est une situation dans laquelle chacun choisit sa dynamique. Après, on verra les informations, de quelles informations on dispose. Chacun choisit sa dynamique, et on a un critère dans lequel les positions de tous les joueurs apparaissent, plus évidemment ce que l'on fait soi-même. Donc c'est vraiment la version dynamique du jeu de position élémentaire et d'optimisation que je vous avais signalé. C'est-à-dire que là, le jeu, on choisit un emplacement, hein, ou poser sa serviette sur la plage. Là, on va tenir compte du trajet. Voilà. Alors évidemment, l'aspect dynamique va sérieusement compliquer les choses par rapport à un jeu purement statique, qui en plus était déterministe. Là, il est légèrement stochastique. Alors justement, à propos de stochastique, j'ai bien parlé des critères. Après, ces critères, on a n critères, n joueurs, on va être dans un cadre de théorie des jeux, on va parler de point de Nash. Mais avant, il faut que je décide, il faut que je précise ce que chaque joueur sait ou ne sait pas. Alors, le cas que je vais regarder ici, c'est un cas avec information totale. Je distingue information et observation. On pourrait faire des observations partielles, mais point trop n'en faut. Faisons simple. Donc, on va parler d'observation totale. On sait où sont les joueurs, ça c'est implicite, puisque les critères dépendent des positions. Donc, c'est bien qu'on est censé les connaître. Mais en termes de structure d'information, comment on traduit ça? Eh bien, on traduit ça par les hypothèses de mesurabilité des contrôles alpha par rapport aux différents browniens qui sont là. Donc, l'information dont je vais parler ici, c'est info complète. C'est-à-dire que les alpha i, chacun des alpha i est un contrôle adapté, progressivement mesurable, on disait il y a longtemps. Donc c'est un contrôle adapté, mais qui est adapté à tous les browniens. Donc c'est adapté à l'espace de proba complet, à la filtration complète qui contient tous mes browniens. Donc adapté à W1, Wn.
Donc on a des joueurs qui savent tout, qui voient tout, qui savent tout. OK? Bon. Alors je vous signale au passage, ça je ne le ferai pas, c'est qu'on a la même limite. Donc ça c'est une remarque. Si j'avais un temps infini et qu'on se voit tous les vendredis, tout le temps, pendant 100 ans, je vous raconterai que l'info complète, que si on a des joueurs myopes, on a la même limite. Alors un joueur myope, ça veut dire quoi? C'est un alpha I qui est adapté uniquement à son brownien. C'est-à-dire, grosso modo, il n'a que son information. Alpha I adapté à WI. Et ça, c'est très très rassurant parce que dans des situations économiques, la vérité, elle est un peu entre les deux. On est quand même... bon, on n'est quand même pas complètement aveugle. Hein. Moi, j'ai beau être myope, je ne suis pas complètement aveugle. Donc, on arrive à voir un tout petit peu plus loin que son nombril au bout de son nez, avec difficulté, mais quand même. Mais de dire que l'on sait absolument tout serait bien sûr un peu exagéré. Donc la vérité se situe certainement entre les deux, la vérité empirique, la vérité dans la réalité. Et en plus, ça varie, il y a des gens plus informés que d'autres, etc. Mais à la limite, si on a une population indistinguable, ça ne change rien. Il y a tout un tas de phrases idiotes, c'est trop d'informations tue l'information, etc., etc. À la fin, la seule chose qui va compter sont des informations moyennes. Et ces informations moyennes, on y a accès par sa propre, en regardant son nombril. Une autre chose, c'est que, en fait, fondamentalement, les contrôles optimaux vont être, que l'on va définir dans les équilibres de Nash, vont être des feedbacks, des stratégies. Et il y a aussi une autre phrase célèbre qui vient de l'économie, c'est qu'il y a moins de stratégies qu'il n'y a de joueurs. Hein? C'est des choses assez intuitives. Et donc, lorsqu'on a des joueurs myopes, pas aveugles, mais myopes, aveugles, ça veut dire qu'ils ne seraient même pas adaptés à quoi que ce soit, ce serait des contrôles déterministes qu'on choisit comme ça. Donc, des joueurs myopes ou des joueurs totalement informés, quand on en prend un très grand nombre, ça donne le même résultat. Pas très rassurant, mais c'est comme ça. Bien. Quoi qu'il en soit, je vais donc détailler le cas de l'information complète. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'à la fin, le joueur générique, il va se cacher dans l'équation, mais il va se décider en fonction de quoi? Ben, il va se décider juste en fonction de la densité complète. Donc, il ne sera pas en train de regarder le comportement détaillé de chacun des autres joueurs. Voilà. Bon, alors ça c'est vrai aussi parce que le critère est implicitement un critère moyen. C'est-à-dire c'est un critère qui tient en compte une moyenne, même au sens de mesure empirique, des autres joueurs. Donc si on a, c'est grosso modo, si on voulait faire le parallèle avec la physique statistique, ce sont des interactions faibles. Bien. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas d'interaction au niveau des dynamiques, mais on peut seulement compliquer. Hein, donc c'est à nouveau le cadre le plus simple. Alors, la position du problème en termes de dynamique définie, avec le choix possible des contrôles, le critère pour chacun des joueurs défini avec les hypothèses techniques. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette situation où il y a n critères et n joueurs? On cherche des points de Nash. Alors, il se trouve que pour des points de Nash qui se présentent sous la forme de feedback, alors qu'est-ce que c'est qu'un feedback? C'est le fait que je choisisse à tout instant mon contrôle alpha IS comme étant une certaine fonction alpha I
qui dépend de xs de toutes les positions et de s. Donc là-dedans, alpha i est une fonction à déterminer, qui est dans Rd à la puissance n, qui vit sur Rd à la puissance n, croît le temps. C'est-à-dire que pour choisir sa vitesse, choisir son contrôle instantanément, à un temps s quelconque, on a une stratégie qui consiste à dire « Ok, je suis au temps s, voici la position des joueurs, le contrôle, c'est ma stratégie dépendant de ces positions. » Donc ça ne dépend que de la vision instantanée de la position des joueurs, et on est évidemment au temps s. Alors ça, en termes de contrôle stochastique, de se restreindre à des feedbacks, s'il y a un seul joueur, d'avoir des contrôles généraux ou avoir que des feedbacks, c'est la même chose, modulo des hypothèses techniques sur lesquelles je ne veux pas rentrer. En tout cas, dans le cas qui est là, s'il n'y en avait qu'un seul joueur, ça serait la même chose. Il n'y a aucune restriction vu la structure qui se renouvelle, le fait que si je laisse écouler un peu de temps, le problème auquel je suis confronté en ce nouvel instant est exactement le même que le problème de départ, modulo quelques petits... à tout instant, le problème auquel je suis confronté est fondamentalement le même. Et ça, c'est cette structure-là qui fait qu'il n'y a pas de perte à ne regarder que des feedbacks, en tout cas lorsqu'on parle de contrôle stochastique à un joueur. Dans le cas de n joueurs, est-ce que d'abord prendre des feedbacks, c'est une opération naturelle, parce que c'est un élément, c'est se décider non pas en fonction de tout le passé, mais en fonction du présent. C'est ça que ça veut dire. Bon. Alors ça, c'est extrêmement naturel. On peut faire un peu plus général, mais il y a effectivement des choses qui ne sont pas comprises en termes de théorie des jeux là. C'est est-ce qu'il y a des points de nage qui ne sont, et j'aurais tendance à penser que c'est probablement le cas dans certaines situations extrêmes, mais qu'en général, il n'y a pas de restriction à travailler avec des feedbacks. Donc c'est des points de nage à feedback. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose? Je ne sais pas. Alors, dans le cas où on prend des feedbacks, il y a une série d'articles d'Alain Bensoussan et de Jürgen Frese qui expliquent, ensuite il faut faire des maths pour savoir, je ne sais jamais où est le H, je crois qu'il est là, qui explique comment dans le cadre de feedback, des points de Nash donnent des systèmes d'équations aux dérivées partielles. Bon, dire qu'on a un feedback, c'est dire que fondamentalement, on a une dynamique ici qui est une dynamique de diffusion. Lorsqu'on écrit des diffusions et qu'on prend des espérances comme ceci, on a les équations de Feynman-Katz associées, donc on a les équations aux dérivées partielles. Donc, si je fixe les feedbacks de n-1 joueurs, on a un comportement diffusif. Et pour le joueur qui reste, c'est l'idée du point de Nash, là on va minimiser, et lorsque je minimise, j'ai l'équation d'Hamilton, Jacobi et Bellman. Donc on doit s'attendre à ce qu'effectivement il y ait des équations aux dérivées partielles dans ce cas-là. C'est ça l'idée qui est derrière. Alors, je ne vais pas faire, ce sont des articles qui datent de 25 ans, je ne vais pas les écrire en détail. Je vais écrire le système d'équations qu'ont d'abord écrit, qui ont été écrites par Alain et Jürgen, et ensuite on va regarder, les explications que je viens de vous donner vous permettront de comprendre pourquoi c'est plausible. Alors, ces équations, formellement, ces équations, quelles sont-elles? Moins dui sur dt, ça commence bien. Moins 1 demi du Laplacien ou en grand X. Donc là, ce qu'on va récupérer, c'est des fonctions qui dépendent de grand X. Ouais. Non, c'est bon. J'ai simplifié les choses. Oh.
J'ai beaucoup simplifié, mais c'est pas sûr que ça change. Je vais faire une petite généralisation, pardonnez-moi. Celle-là, je vais la faire tout de suite, parce qu'elle ne coûte pas cher. C'est un V de x et de m ici. Donc j'ai dit que V était une fonction donnée. C'est une fonction donnée qui sera au bas mot lipschitzienne, pardonnez-moi, sur RD croix P2. De sorte que ici j'ai un VI et que j'ai un VI de x, et c'est un grand XT, et j'ai un VI de grand X qui est donné par un V de xit, ce V-là, de xit, de xi, pardon, et de 1 sur n-1, somme sur les j différents de i de delta xj. Comme ça ne change vraiment pas grand-chose à ce que je vais vous raconter ce matin, et que c'est quand même assez pratique d'avoir cette généralisation, autant c'est assez important d'avoir cette généralisation. Donc vous voyez, c'est que le coût final, c'est quand même plus cohérent. Hein. On a un coût intégral qui dépend de la position de tous les joueurs, que le coût final dépend aussi de la position de tous les joueurs. Ça me choquerait même si ça simplifie un petit peu, ça serait quand même idiot. Donc ça dépend de tous les autres joueurs. Toujours l'indistinguabilité fait qu'on a cette structure, et cette structure se passe à travers une fonction qui dépend de sa position et de la position moyenne des autres joueurs. Donc une fonction sur RD croît les mesures de proba. Le RD croît les mesures de proba. Voilà, ça ne change rien, j'ai simplement enlevé un i. Alors, je reviens à la description des équations. On a un UI qui va dépendre de grand X et de T. Grand X est dans RD puissance n, et petit t, il est dans 0 grand t. Ben oui, chaque joueur voit toutes les positions, voit tous les browniens. Donc, si on n'avait pas de contrôle, on aurait l'équation de la chaleur dans RD puissance n. Donc, c'est un Laplacien par rapport au grand X général. Ensuite, ce que l'on va voir, c'est du contrôle stochastique par rapport à la IM variable, c'est-à-dire un H de xi de 1 sur n-1, somme pour j différent de i de delta xj. Donc ça, c'est la dépendance en x, en m, mais c'est la dépendance en les autres variables que xi. Non, j'ai dit que je mettais le m à la fin, donc entre les deux, pardonnez-moi, c'est gradient xi de ui et de 1 sur n-1, somme de j différent de i de delta xj. Ça, c'est... Oui, j'allais dire égal à 0, non, il en manque. Alors donc ça correspond au fait que j'ai une dynamique par rapport à xi que je vais retrouver dans l'équation de Fokker-Planck. Comme c'est du contrôle, c'est une équation de Fokker-Planck enveloppe non linéaire. Oui. Non. Non, tu ne supposes pas ça. Non. C'est dans la minimisation. C'est la minimisation qui, a posteriori, te donne ça. Comme tu minimises sur tout, tu gardes la symétrie. Mais implicitement, dans la minimisation, comme ça ne dépend que des autres positions moyennes, tu as envie de dire que c'est le cas. Mais tu ne le sais pas a priori, tu ne sais pas le démontrer, et ce n'est même pas exactement vrai. Parce qu'il y a... Bon, enfin bref... sur le alpha i optimal, tu as raison, tu as automatiquement... Enfin bon, c'est compliqué. Sur les points de nage, c'est compliqué. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je vais écrire l'équation et on verra bien le principe de symétrie à l'œuvre. Alors, donc ça, c'est la dynamique par rapport à xi, qui est la dynamique optimale pour les choix dans un point de nage. Les autres stratégies sont gelées. Et on cherche à trouver la meilleure stratégie pour le IM joueur, les stratégies des autres joueurs étant gelées.
Donc on va avoir un système d'équations. Alors, ces autres stratégies, comment les obtient-on? Bien, on les obtient à travers le H. Donc on va regarder le ième joueur, comment, je n'ai pas fini d'écrire l'équation, mais je vais vous faire comprendre comment elle sort, comment on l'obtient. Donc comment on fait? Eh bien, a priori, infinitésimalement, on va chercher à trouver la stratégie optimale en faisant la maximisation. Donc le moins alpha i dt devient un alpha i d'un gradient xi par rapport à ui moins un L de xi alpha i et puis le reste. Mais le reste, il n'intervient pas parce qu'on se préoccupe du ième joueur, les autres étant gelés. Alors déjà, ça vous dit ce que c'est le H. Eh bien, H de X, de P et de M, ce n'est rien d'autre que le sup sur tous les alphas de alpha scalaire P moins L de X, de alpha et de M. En d'autres termes, c'est la fonction convexe, conjuguée de L de X et de alpha. Je n'ai pas supposé que L était convexe en alpha, mais le H, lui, il est automatiquement convexe. Ça veut simplement dire que, du point de vue des équations de Fokker-Planck, on choisit de manière infinitésimale la meilleure dérivée possible pour se déplacer. Et on l'a choisi par le critère infinitésimal qui dépend donc du gradient, ça c'est l'aspect Fokker-Planck, et qui dépend du fait que j'ai mis la vitesse ici et j'ai ce coup-là. Donc ça c'est l'idée du contrôle stochastique. Dans un cadre markovien comme ceci, on regarde. Le cadre markovien fait que l'on peut regarder les choses de manière infinitésimale et on choisit le meilleur générateur possible en chaque point. Donc le fait de ce renouvellement perpétuel, que ce soit d'un jeu ou d'un problème de contrôle, fait que l'on peut, si on regarde, si de passer de t à t plus dt, on se met face au même problème, fait que l'on peut effectivement regarder ce qui se passe à l'instant t de manière infinitésimale pour faire ses choix. Et évidemment, on le fait comme ceci. Donc voilà l'intuition qu'il y a derrière le contrôle. Donc c'est la linéarité plus epsilon. C'est l'enveloppe de linéarité. Bon. Alors même si mathématiquement, après, ça crée des difficultés de vraie non-linéarité. Mais le principe d'obtention du système est relativement clair. Donc ça, c'est mon H. Et en particulier, quel est le maximum là-dedans? Quel est le contrôle optimal? Eh bien, le contrôle optimal, vous voyez que le alpha i de x et de p. Donc maintenant, si vous prenez P égale gradient xi ui, eh bien, le alpha optimal, comment vous l'obtenez? Eh bien, vous l'obtenez si vous dérivez ceci par rapport à P. Lorsque vous dérivez un maximum, on sait que c'est dérivable, hein, j'ai fait cette hypothèse pour éviter des difficultés techniques. Si vous dérivez par rapport à P, vous dérivez un suprémum de fonction, ben c'est la dérivée de la fonction que vous maximisez par rapport à un paramètre au point du paramètre optimal. En d'autres termes, dH sur dP en x, p et m, c'est le alpha optimal. C'est le alpha qui maximise ceci au point x et p. Donc ces petits arguments vous disent, d'une part, voilà le lien entre le critère courant, le critère intégré et l'hamiltonien, donc c'est par dualité, h de x, de p et de m, et la stratégie optimale, elle est donnée par dh sur dp. Mais si la stratégie optimale est donnée par dh sur dp, ben je sais ce que font les autres.
Ce que font les autres, ben, c'est précisément choisir ce contrôle-là. Donc ils font un plus. Il ne faut pas que je me trompe avec les signes. Donc le contrôle optimal, c'est dH sur dP. Dans leur dynamique, c'est un moins dH sur dP. Donc dans l'équation, ça fait un plus. Et donc je récupère un plus. Voilà l'équation. Somme pour J différent de I. Ben oui, les autres joueurs, ils bougent, je les vois, c'est l'équation de Fokker-Planck, mais je connais la dynamique maintenant. Et j'ai ici un dH sur dP. Donc ça dépend de xj. C'est le gradient xj par rapport à uj. Parce que ça, c'est les stratégies optimales des autres joueurs qui ont été fixées. Là, il n'y a pas de maximisation par rapport à ces stratégies-là. Gradient xj, uj, et puis ça dépend des autres joueurs, c'est 1 sur n-1, somme sur k différent de j, de delta xk. C'est le contrôle optimal du jème joueur, dans l'équilibre de Nash. Et ça, c'est la dynamique de variation des jm coordonnées. Et donc, vu pour le critère du im joueur, ça s'applique sur la dérivée par rapport à xj de ui égale à 0. Ouf, l'équation est finie. Donc, voilà l'équation dans Rd à la puissance n, croix 0t, avec une condition finale, condition terminale. Ben, vous voyez que si vous prenez petit t égale grand t, l'intégrale de petit t à grand t disparaît, le jeu est fini avant même d'avoir commencé, et donc on n'a que uj à l'instant petit t égale grand t est donné par la fonction v, donc j'ai commencé avec des i, tout ceci c'est pour i compris entre 1 et n, est donné par v de xi, et de 1 sur n-1, somme sur j différent de i, de delta xj. Bon, alors les notations sont un peu lourdes. On va regarder ça tranquillement. Je vais essayer même de donner un cas particulier et de le réécrire dans ce cas-là pour qu'on voit un peu mieux les choses. Mais regardons bien. On a donc une équation dans Rd puissance n qui dépend. Alors, qui dépend comment? Qui dépend de. Un peu lourd tout ça. Oui. Alors, qui effectivement est une équation qui commence par une équation de la chaleur. S'il n'y avait pas de contrôle, j'aurais juste une équation de la chaleur, avec la condition terminale qui est ici. Ça serait Fokker-Planck. Si j'avais que du contrôle stochastique avec un seul joueur, eh bien j'aurais ici h de xi et de gradient xiu avec cet hamiltonien qui est la fonction convexe conjuguée du critère. Et maintenant, le fait que j'ai les autres joueurs fait que si je gèle les stratégies qui sont données par ceci, ça fait bouger tous les points, et donc ça, je dois en tenir compte. Quand le temps évolue, tout bouge, et donc je dois corriger par le mouvement de tous les autres. Voilà, c'est lourd, c'est compliqué. Je ne prétends pas que ce soit un système. C'est un système d'équations paraboliques quasi-linéaires. Méchant. Très méchant. Les questions d'existence là-dessus, etc. Bon. Alors, il y a une autre chose que je veux observer tout de suite, c'est que ce qui est très naturel du point de vue de l'indistinguabilité, c'est de considérer que UI est symétrique par rapport à tous les xj pour j différent de i. Donc ça, je le mets là-dedans. Alors bon, il y a plein de situations dans lesquelles ça se démontre. Parce que toutes les données dans le problème préservent cette symétrie. Donc s'il y a unicité, c'est automatique. Alors, je parlerai de l'existence de solutions de ceci. Alors, donc, voilà la structure, mais auparavant, je voudrais donner un exemple un peu
qui permettent d'avoir des notations un peu plus simples, c'est-à-dire de faire un L et donc un H à variables séparées. Il est quand même assez naturel, et dans beaucoup d'exemples d'applications, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Dans beaucoup d'applications, il est assez naturel de dire que le critère, le L, est en fait un premier L de, je vais baptiser L0 de x et de alpha, plus une autre fonction que je vais baptiser grand F, de 1 sur n-1, somme pour j différent de i de delta xj. En d'autres termes, que suis-je en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai la somme de deux coups, un coup qui dépend de la position moyenne des autres joueurs, et puis l'évaluation des performances de mes choix. Et là, il y a moi et que moi. C'est mon alpha, c'est mon xi. Voilà, si je fais ceci, le h que vous obtenez, le h de x de p et de m, que devient-il? Je vous rappelle la formule, c'est un sup sur alpha p moins L. Bien, vous voyez que donc c'est donné par un h de x et de gradient u. Je garde la même notation, qui est la fonction convexe. Je devrais mettre un 0, mais je vais le sauter, qui est la fonction convexe conjuguée du L0. Bien. Et puis, vous avez à part un moins f de 1 sur n-1 de somme sur j delta xj. Ben, si c'est à variable séparée, le h, il est aussi d'une certaine manière à variable séparée. Alors, regardez ce que ça donne au niveau du système d'équations. Je peux maintenant éviter toutes ces hypothèses.